Je crois qu'on peut dire sans se tromper que la première moitié du XXe siècle a été particulièrement marquée par les grandes révolutions en physique. À l'échelle de l'infiniment grand, il y a eu celle de la relativité d'Einstein, de l'expansion de l'univers de Hubble. À l'autre extrême, les physiciens découvrent la matière, de quoi elle est faite, comment elle est structurée, ce qui les plonge dans un monde bien étrange, le monde de l'infiniment petit. Les premières manifestations concrètes de l'infiniment petit remontent à 150 ans. À l'époque, on croit que la matière est constituée d'atomes homogènes, indivisibles. En 1859, deux physiciens allemands, Gustav Kirchhoff et Robert Bunsen, font, en manipulant du sodium, une découverte tout à fait inattendue. C'est donc le sodium qui va causer la première brèche. Le sodium en solution, mis en contact avec une flamme, colore cette flamme d'un beau jaune orangé. Tous les composés contenant du sodium donnent cette même couleur. Avec le cuivre, on obtient une flamme verte. Chaque élément chimique a sa couleur. Pour les deux physiciens allemands à l'origine de cette découverte, c'est la révélation. Chaque élément chimique a une signature, un spectre lumineux qui lui est propre. Nous allons découvrir la direction à suivre pour toutes les analyses chimiques. L'analyse spectrale, si elle est possible, surpassera tous les procédés employés jusqu'à présent. Mais vous vous rendez compte? Elle réduit au minimum la part du hasard. Chaque corps nous donnerait en quelque sorte son image en couleur, son image à lui, que nous ne saurons confondre avec celle d'aucun autre corps. Elle peut nous permettre de prouver l'existence d'éléments restés inconnus jusqu'à ce jour. Les astronomes utilisent aussitôt cette découverte. Ils installent au foyer des télescopes de petits instruments capables d'analyser la lumière émise par le Soleil et les autres étoiles. La spectroscopie prend forme. L'excitation atteint son comble quand on identifie dans le Soleil et les étoiles les mêmes éléments que sur Terre. De l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone. Ce n'est pas pure poésie. Nous sommes vraiment de la poussière d'étoiles. Cette observation de Kirchhoff et Bunsen laisse perplexe, car personne ne peut expliquer comment les éléments chimiques peuvent émettre de la lumière colorée. À la fin du 19e siècle, trois autres découvertes viennent accentuer encore plus tout le mystère qui entoure la matière. L'Allemand Wilhelm Conrad Röntgen découvre un rayonnement extraordinaire, capable de traverser le corps humain et de montrer les os de la main. C'est le rayon X dont on ignore la nature. Peu après, le Français Henri Becquerel et le couple Pierre et Marie Curie découvrent un nouveau rayonnement totalement différent des rayons X. C'est la radioactivité. Autre surprise, l'Anglais Joseph John Thomson trouve dans la matière des petites particules dotées de charges électriques négatives. C'est l'électron. Pour le physicien Bernard Goulard, la matière à l'époque multiplie les traquenards. En fait, tous ces phénomènes, c'est une nouvelle marque, si vous voulez, du fait que vous êtes dans un nouveau terrain que vous ne connaissez pas. On cherchait, autrement dit, il fallait trouver d'autres méthodes, d'autres lois, et on en était à la période d'étonnement et d'incompréhension en ce temps-là. On avait fait un progrès, en sens qu'on avait trouvé de nouvelles choses, mais on ne les comprenait pas. Un autre phénomène, lié cette fois au travail du forgeron, obsède les physiciens. Ils sont déconcertés par les changements de couleur que subit le fer quand on le chauffe. Pourquoi le morceau de fer devient-il rouge puis jaune lorsqu'on le fait chauffer, mais jamais vert ou violet? À la fin du 19e siècle, aucune des lois connues sur la matière, la chaleur ou la lumière ne peut l'expliquer. En principe, le changement de couleur est lié à l'augmentation de température. On croit donc, à l'époque, qu'au fur et à mesure que le fer se réchauffe, il devrait donner graduellement tout le spectre des couleurs. Mais ce n'est pas le cas. Les physiciens se cassent littéralement les dents sur ce problème. C'est un physicien allemand expérimenté, Max Planck, qui va sortir la physique de cette impasse. Mais pour cela, il doit carrément tourner le dos aux idées reçues. Planck se dit:
On croit que l'émission de chaleur, de lumière, est un rayonnement continu. C'est une erreur. La chaleur, la lumière, sont émises de façon discontinue, par petits paquets semblables à des particules. C'est ce qui explique qu'un morceau de fer ne devient jamais vert ou violet quand on le chauffe. Ces couleurs, pour apparaître, exigent trop d'énergie, trop de petits paquets de chaleur. Le fer va fondre avant d'y parvenir. Planck donne le nom de quanta à ces petits paquets. Une idée révolutionnaire qui a nécessité beaucoup d'audace, nous dit le physicien Jean Letourneux. Quand Planck a émis l'hypothèse des quanta, il a-t-il écrit plus tard, posé un geste désespéré. Planck n'était pas un révolutionnaire, c'était un homme très conservateur, et après avoir fait son hypothèse de génie, il a pris plusieurs années pour essayer de montrer qu'il pouvait s'en passer. Il faut se mettre dans l'état d'esprit des physiciens d'alors. Il y avait des tas de calculs pour comprendre ce phénomène qui, en apparence, était très simple. Un fer à cheval, vous tapez dessus, il chauffe, bon. On se dit, c'est relativement simple. Eh bien, on ne comprend même pas ça. Alors, de désespoir, un physicien dit, bon, eh bien, moi, je fais l'hypothèse, je fais un coup de force, je vais regarder ce qui se passe. Après tout, puisque personne n'y arrive, eh bien, je vais essayer. Et il a dit, je vais supposer, donc, qu'il y a échange par petit paquet d'énergie. Ça, il retrouve les résultats expérimentaux. Autrement dit, c'est qu'il doit y avoir du vrai là-dedans. Mais le problème, c'est que tous les autres disent, écoute, la lumière, ça fait des centaines d'années maintenant qu'on a prouvé que c'est ondulatoire. Tu viens nous parler d'échange de particules, ça ne va pas, ça. Le physicien de génie Albert Einstein est le premier à reconnaître la pertinence de la théorie des quantas. Il pousse même l'idée de Planck plus loin. Einstein, il a dit, eh ben non, moi je trouve que Planck a raison, mais en fait il va pas assez loin. Il dit, la lumière, c'est non seulement dans ces échanges avec la matière qu'elle se comporte comme des particules, mais ce que je dis, c'est qu'elle se comporte tout le temps comme des particules. À l'époque, cette idée que la chaleur et la lumière sont émises par paquets, par quanta, a un impact énorme. C'est tout un pan de la physique qui s'écroule. Pour les historiens, ce virage marque le début d'une des grandes révolutions du XXe siècle, celle de la physique quantique, c'est-à-dire de la physique de l'infiniment petit. Grâce à Planck, on comprend enfin comment se font les échanges d'énergie entre la matière d'une part, la lumière ou la chaleur d'autre part, par petits paquets. Par contre, l'énigme des rayons X, de la radioactivité et des électrons reste totale. En 1907, le néo-zélandais Ernest Rutherford, qui vient de quitter l'université McGill pour l'Angleterre, décide de relever le défi que posent ces énigmes. L'étude de l'atome devient son cheval de bataille. Pour ce faire, il entreprend de bombarder une feuille d'or avec des projectiles microscopiques. Les résultats tout à fait inattendus le laissent pantois. La plupart des projectiles traversent la feuille d'or avec une légère déviation. Mais, à son grand étonnement, une particule sur 8000 rebondit vers l'arrière. Pourquoi? Après 18 longs mois de réflexion, Rutherford trouve l'explication. Si quelques rares projectiles rebondissent, c'est parce qu'ils frappent un noyau très dense, mais tout petit. Les autres projectiles poursuivent leur chemin. Rutherford vient de découvrir la structure de l'atome. Au centre de l'atome, on trouve un tout petit noyau, très dense, constitué de charges positives, les protons. Les électrons, chargés négativement, gravitent tout autour du noyau, en occupant un espace considérable. En somme, l'atome imite le système solaire. C'est une découverte très importante parce que c'est une indication extrêmement précieuse sur la façon dont la matière est organisée dans un atome. Avant l'expérience de Rutherford, il y avait un modèle qu'on appelait le modèle du plum pudding de Thomson, selon lequel eh bien, la charge positive aurait occupé tout l'atome, et puis à l'intérieur, comme des grains de raisin, si vous voulez, il y aurait eu des électrons. Alors, ce que l'expérience de Rutherford permet de faire, c'est d'éliminer complètement ce modèle, et puis de voir qu'au lieu de tout ça, eh bien non, presque toute la matière
contenu dans l'atome, parce que toute la masse de l'atome est contenue dans un noyau qui est extrêmement petit. En science, une découverte soulève parfois autant de questions qu'elle n'en résout. C'est le cas notamment du modèle de l'atome. Imaginons que cette rondelle représente le noyau d'un atome. D'après Rutherford, les orbites que forment les électrons sont très éloignées du noyau. De telle sorte que, dans un aréna comme celui-ci, par exemple, ces orbites occuperaient tout l'espace disponible. L'atome, donc, est essentiellement du vide. Comment expliquer dans ces conditions la solidité de la matière? Le fait qu'elle résiste au toucher. Et puis, il y a pire encore. Les électrons, qui sont tous négatifs, devraient s'écraser sur le noyau, qui lui est positif, puisque les signes contraires s'attirent. Comment expliquer que cet effondrement ne se produit pas? Comment expliquer la stabilité de l'atome? Pour y répondre, il faudra l'effort concerté de tout un groupe de jeunes et brillants cerveaux. Niels Bohr, De Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Pauli. À leur grande stupéfaction, ils vont découvrir qu'à l'échelle de l'infiniment petit, les lois ne sont pas les mêmes que celles de la physique classique, qui soutient que chaque objet possède sa propre nature. Une roche est une roche, une onde est une onde. Imaginez, l'électron, lui, a une double nature. Il est à la fois onde et particule. Quand il gravite autour du noyau, l'électron se comporte comme une particule, mais il peut changer de peau et se comporter comme une onde. Cette double nature paradoxale, onde-particule, confère aux électrons des propriétés particulières qui leur permettent de rester en orbite de façon stable sans s'effondrer sur le noyau. Cette double nature explique donc la stabilité et la solidité de la matière. C'est elle aussi qui permet enfin de comprendre pourquoi la matière, les éléments chimiques, émettent parfois une lumière colorée. Quand on chauffe la matière, les électrons autour des atomes sont excités et changent d'orbite. Ils émettent alors des petits paquets d'énergie d'une certaine longueur d'onde, d'où le spectre lumineux coloré perçu par Kirchhoff ou le forgeron. Mais les conséquences de cette double nature de l'électron sont foudroyantes. Évidemment, la thèse n'a pas été reçue de l'ensemble des physiciens immédiatement parce qu'elle était trop abstruse, mais après assez peu de temps, on a fait des expériences qui, elles aussi, démontraient de façon indubitable que l'électron se comporte dans certaines circonstances comme une particule, dans d'autres circonstances comme une onde. Alors ça, évidemment, c'est profondément choquant, parce que l'électron, c'est la matière, et puis on sait très bien que la matière et puis une onde, eh bien, c'est des concepts différents, si vous voulez. Une particule et puis une onde, c'est des concepts différents. C'est extrêmement choquant. Mais devant la force explicative de ces idées, les physiciens finissent par se rallier, même s'ils doivent renoncer au modèle solaire de l'atome. À cause de cette dualité, l'électron n'a pas de trajectoire définie autour du noyau. Il est insaisissable. On peut simplement définir une certaine aire où il y a probabilité de trouver les électrons. Pire encore, on peut connaître la vitesse ou la position de l'électron, mais jamais les deux à la fois. On ne peut jamais savoir avec précision ce que devient l'électron. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Einstein, qui a pourtant contribué à la naissance de la physique quantique, a toujours refusé cet aspect non déterminé, approximatif de la matière. D'où sa célèbre phrase « Dieu ne joue pas au dé ». Ce qui rebutait à Einstein, d'abord, c'était le fait que la mécanique quantique n'était pas déterministe. C'est-à-dire que si vous préparez un système aussi complètement que vous le voulez, vous ne pouvez pas prédire avec certitude, en général, comment il va évoluer. Vous pouvez seulement donner la probabilité qu'il évolue d'une façon ou la probabilité qu'il évolue d'une autre façon. Ça choquait Einstein. Il disait, eh bien, si c'est le cas, c'est parce que vous n'avez pas assez d'informations sur votre système. C'est parce que votre théorie n'est pas complète. Je refuse de croire que Dieu joue au dé. Malgré son aspect déconcertant, la révolution quantique a fait ses preuves. C'est elle qui sous-tend toute notre compréhension de l'univers, à l'échelle de l'infiniment petit, avec l'atome et ses comportements inattendus, mais aussi à l'échelle macroscopique. Tout le développement de l'industrie nucléaire,
bombes, centrales, médecine, découle de l'observation de phénomènes qui surviennent dans le noyau de certains atomes, comme l'uranium, le cobalt. Sans la découverte de la double personnalité de l'électron, il faut renoncer aux transistors, aux puces électroniques et à toute extraordinaire miniaturisation des appareils électroniques. De la même façon, si la technologie du laser a pu s'imposer partout, depuis le monde du spectacle jusqu'à la chirurgie, c'est parce qu'on a réussi à domestiquer la pluie de particules qui composent des lumières de différentes couleurs. Et 100 ans après ses débuts, ce grand voyage au cœur de la matière n'a pas fini de porter fruit.